Merci de prendre le rendez-vous du 12h45. Bienvenue à tous, voici le sommaire. Depuis 2012, la coopération Sud-Sud est célébrée chaque 12 septembre, une journée qui vise à souligner l'entraide entre pays de l'hémisphère sud afin d'améliorer les conditions humaines et renforcer l'économie. Et puis, préserver les plans autochtones et sécuriser les forêts classées, c'est un enjeu national. Un plan stratégique de lutte contre la disparition de la verdure originelle existe au Bénin. On le découvre dans un instant. Enfin, vivre avec la drépanocytose est aujourd'hui possible, mais le dépistage et la prévention permettent de diminuer les risques. Explication dans un instant. Démarrons ce journal en tentant de comprendre ce qu'est la coopération Sud-Sud. Selon les Nations Unies, c'est le fruit d'une large collaboration entre les pays du Sud. Impliquant précisément au moins 2 pays en développement, cette coopération se base sur le partage de connaissances, de compétences, d'expertise ainsi que de ressources pour répondre à des besoins spécifiques en matière de développement. Plus d'explications dans cet élément avec Patrick Adiagodjou. Ce 12 septembre, les pays à l'échelle mondiale célèbrent la journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud dans une situation exceptionnelle créée par la pandémie de la Covid-19 qui continue à avoir des impacts considérables sur les vies humaines et les économies de tous les pays sans exception. Les systèmes de santé les plus avancés sont aux prises avec la pandémie et luttent pour sauver des vies humaines. Les économies les plus puissantes prévoient une récession imminente et des milliers de petites et moyennes entreprises sont au bord de l'effondrement. À l'échelle mondiale, la pandémie de la Covid-19 a rendu les nations plus prudentes, innovantes et résilientes dans la lutte rigoureuse contre ce virus. La pandémie a même inculqué l'esprit d'une coopération, d'une solidarité et d'une amitié accrue entre les nations pour combattre cet ennemi imprévisible et le plus dangereux. C'est pourquoi ce 12 septembre, la solidarité mondiale et la coopération Sud-Sud se sont une fois de plus avérées être la meilleure solution pour les pays développés et ceux en développement pour résister et avancer collectivement vers une meilleure santé et un meilleur bien-être des citoyens. Depuis 2012, la célébration de la Journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud permet non seulement à tous les pays en développement de prendre une pause pour célébrer les efforts consentis, mais aussi d'asseoir un véritable décollage de leur développement. L'occasion est également propice aux Nations Unies d'encourager l'autosuffisance des pays en développement en renforçant leur capacité à trouver des solutions créatives et innovantes pour faire face à leurs problèmes de développement. Au Bénin, les plants autochtones issus des forêts sont menacés par les activités humaines telles que le défrichage et la surexploitation, ce qui engendre des conséquences graves comme des inondations ou une émission plus importante de CO2. Les précisions ici avec le colonel Justin Azanguan. Les plants autochtones, c'est des plants qui sont de chez nous. C'est des plants qui sont issus de nos forêts même, qui sont des plants originaires du Bénin même. Donc ces gens de plants, nous sommes en train de faire leur promotion pour que la verdure originelle du Bénin ne disparaisse pas. Quand nous faisons des plantations pour l'objectif de bois de feu ou bien de bois d'œuvre, nous essayons de maintenir au moins 5 à 10% de ces plants de chez nous ici. De sorte que, après 5 ans ou 7 ans, si nous récoltons le bois énergie et consorts, nous avons encore un bon paysage, un paysage béninois, avec des plants qui sont adaptés ou bien qui sont nés au Bénin ici. Donc, des arbres utiles et des arbres adaptés
à notre client qui sont d'ici. C'est de ça que nous parlons en parlant de plans autochtones. Et il faut dire, avec tout ce qui est fait, les plantations forestières, ne serait-ce que ces plantations couvrent un peu près de 1,98% du territoire national. Et cette donnée, nous l'avons obtenue avec l'inventaire forestier national et qui a eu lieu déjà en 2007. Nous remarquons que l'effort de reboisement qui a été fait a été remarqué par des prises de vue satellitaires et autres, à tel enseigne que quand nous faisons une carte thématique du Bénin, aujourd'hui, nous remarquons que les strates couvertes par les plantations atteignent au moins 1,98% depuis les années 2007 et consorts. Et cette plantation est une plantation stratégique qui permet en même temps de maintenir les zones que nous appelons des zones de protection, c'est-à-dire des zones où la diversité biologique est bien maintenue, c'est-à-dire que la forêt est maintenue à son stade naturel, le plus naturel que possible, sans intervention de l'homme. Et par les jeux de la nature, ces forêts peuvent être ressuscitées eux-mêmes. Parlons à présent de la drépanocytose. C'est une maladie génétique qui touche plus de 50 millions de personnes dans le monde et qui altère la fonction de l'hémoglobine. Très présente sur le continent africain, notamment au sud du Sahara, cette pathologie fait de nombreuses victimes. Et pourtant, le dépistage précoce permet de mettre en place un suivi médical pour diminuer la gravité ou encore la fréquence des complications. C'est ce que nous dit ici Rodrigue Babaguito. C'est à l'âge de 19 ans que cette jeune patiente apprend qu'elle est drépanocytaire. 2 ans après, elle doit faire face à une complication chronique de la maladie. Ses os se détériorent. C'est pas facile. Quand les crises viennent, on a mal partout. On prend nos comprimés. On a juste envie que les douleurs cessent. Impuissante face à cet état de son enfant, une mère dont la voix trahit le lourd regret que les yeux arrivent facilement à ne pas exprimer. La patiente pourra bientôt recouvrir l'entièreté de ses os. Seulement, son état actuel aurait pu être évité. L'idéal aurait été de pouvoir prendre en charge au plus tôt, dès la naissance. On pose le diagnostic de la drépanocytose si cette maladie existe chez les enfants, pour que ces enfants fassent l'objet de suivi systématique et régulier. C'est seulement de cette façon qu'on peut prévenir la survenue des complications aiguës et éviter la survenue de ces complications chroniques. La prise en charge, elle reste aujourd'hui la meilleure solution si le drépanocytaire veut voir devant lui de meilleurs jours et se fait en fonction de l'état clinique du patient. Nous avons la prise en charge primaire qui concerne le style de vie que doit adopter le patient drépanocytaire, qui inclut les consultations trimestrielles, les contrôles trimestriels. Le patient est censé boire 3 litres d'eau plate par jour. Quand la crise est sévère, il nécessitera d'une hospitalisation, des antalgiques, une antibiothérapie qui est probabiliste selon le tableau clinique du patient. Dès lors que le malade accède aux soins, je pense qu'il pourra vivre comme tout le monde. Guérir de la drépanocytose est bien possible aujourd'hui grâce à la médecine. Il y a des possibilités d'aller faire ce qu'on appelle de l'allogreffe. Ça veut dire qu'on va remplacer la moelle osseuse du patient, de la personne qui est drépanocytaire, par une moelle osseuse d'une personne qui n'est pas drépanocytaire. Et ça se fait déjà. Ça se fait même au Nigeria à côté. Ça se fait au Maroc. Ce qui vient et qui est en cours et qui va révolutionner beaucoup cette maladie, c'est la transgénétique. Des opérations encore très coûteuses et très contraignantes. Pour les médecins, le seul rempart est de ne pas s'unir quand les deux conjoints ont une électrophorèse de type AS ou AC.
Et puis à présent, hors de nos frontières, en nouvelle brève, avec le pic de contamination au Covid-19 qu'a connu la Côte d'Ivoire en août dernier, eh bien, les autorités ont décidé de vacciner toutes les personnes jugées les plus exposées avant le 15 octobre prochain. Au nombre de ces personnes figurent les agents de santé du public et du privé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants du public et du privé, les officiers de justice, les restaurateurs, les hôteliers, les tenanciers de bars, de maquis et les boîtes de nuit ainsi que leurs employés et les personnes présentant des causes de comorbidité ainsi que celles âgées de 60 ans et plus. Cette décision fait suite justement à la lenteur constatée dans la campagne de vaccination alors que les contaminations sont en hausse. Et justement, sur le continent africain, le choix de se faire vacciner ou pas contre le Covid-19 ne se pose presque pas. Alors qu'à peine 3% de la population est vaccinée, en Afrique du Sud, eh bien, les doses sont vendues aux pays riches au détriment de la population. Des organisations de la société civile invoquent là l'apartheid vaccinal. Suivons cet élément de nos confrères de France 24. Ils sont venus nombreux se faire vacciner à Kailicha, dans la banlieue du Cap, soulagés de recevoir leur première dose. Ils savent qu'en Europe, on est déjà vacciné depuis plusieurs mois. We've been waiting for this because it's not from here to South Africa. They have to get it somewhere else. De passage dans ce centre, la ministre provinciale de la Santé explique qu'il est difficile de constituer des stocks, que les doses sont vendues plus chères aux Africains qu'aux Européens. L'inégalité devant le vaccin a plusieurs causes. On a commencé tard, mais on aurait dû créer nos propres vaccins. En Afrique du Sud, on a des professeurs, on a des chercheurs. Le gouvernement a échoué parce qu'il n'a pas réussi à créer un environnement qui nous permette d'exploiter nos compétences. Et maintenant, bien sûr, on se heurte à la question de la propriété intellectuelle. Il faut libérer les brevets. On a été confrontés au même problème quand on s'est battu contre le sida. Les vaccins, c'est pareil. L'Afrique du Sud pourtant fabrique des vaccins. La société Aspen avait signé en février 2020 un contrat pour produire des doses de Johnson & Johnson. Elle devait réserver 31 millions de vaccins aux Sud-Africains. Mais à ce jour, seulement 13% de ce qui a été commandé a été livré. Le reste a été exporté. Ce sont des avocats comme Fatima qui ont fait pression pour que la société arrête ses exportations et alimente le marché local. S'il y a eu du retard dans les campagnes de vaccination des pays à faible et moyen revenu, c'est parce que certains marchés ont été favorisés. Le Royaume-Uni, l'Union européenne et les États-Unis. Ça a été dénoncé par l'OMS. Alors si les sociétés, en plus, refusent de partager leurs compétences ou leurs technologies, personne d'autre ne peut fabriquer ce vaccin et vous êtes à la merci du marché et des compagnies pharmaceutiques. En attendant la libéralisation des brevets, la ville du Cap accueillera le premier centre africain de transfert de technologie pour le vaccin à ARN messager. Mais il ne sera pas opérationnel avant 2022. Et c'est sur cet élément que prend fin ce 12h45 que j'ai pris plaisir à vous présenter. Vous pouvez la retrouver également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.